C'est la plus grande forêt du monde. Couvrant presque la moitié du continent sud-américain, l'Amazonie influence le fonctionnement de la planète entière et abrite une variété d'espèces uniques au monde. Face à l'urgence de mieux la connaître et la protéger, est né en Équateur un projet aussi audacieux que visionnaire. Un centre de recherche international implanté au cœur même de la forêt vierge. Scientifiques et étudiants peuvent passer du terrain d'étude au laboratoire en seulement quelques minutes. Cette espèce est endémique des forêts des Andes amazoniennes. Je pense qu'il s'agit d'une nouvelle espèce. Unissant leurs forces avec les peuples autochtones, ici les chercheurs s'attaquent à des problématiques cruciales, comme la dépollution des eaux ou la recherche de nouvelles molécules pour la médecine, en s'inspirant de la nature et de ses formidables capacités d'adaptation. Nous avons appris à imiter les organismes biologiques. Ensemble, ils avancent chaque jour plus profondément dans la forêt, à la recherche de nouvelles espèces, et installent des bases scientifiques dans des zones totalement inexplorées pour continuer à percer les secrets de la forêt. Situé au nord-ouest de l'Amérique latine, l'Équateur est un petit pays traversé tout en longueur par la cordillère des Andes, qui marque le début de l'immense forêt amazonienne. Dans cette région clé, à la fois montagneuse et tropicale, l'université ICIAM représente désormais un avant-poste précieux. Venir de la grande ville pour travailler au cœur de la jungle amazonienne a eu un impact énorme sur mon activité de recherche, mais aussi sur ma sensibilité humaine. Ce matin, Yanet Villasana a embarqué sa classe pour des travaux pratiques dans la réserve autour de l'université. Cette chimiste a dédié ses recherches à la lutte contre la pollution et elle est convaincue que c'est dans la nature que se trouvent les réponses les plus efficaces. Ses étudiantes, toutes originaires de la région, sont particulièrement concernées. Ici, nous pouvons voir comment l'asphalte émane de la roche. C'est l'endroit idéal pour étudier comment la nature a évolué et développer des micro-organismes, des plantes, capables de survivre à ces conditions extrêmes. Nous avons donc un espace dans lequel les micro-organismes s'alimentent et utilisent le pétrole et une partie des nutriments présents comme source de nourriture. Nous allons donc procéder par mimétisme et essayer d'imiter ce que la nature a fait pendant des millions d'années comme stratégie de bioremédiation dans les zones contaminées. Son terrain d'étude est une ancienne carrière d'extraction pétrolière. Au fil des années, l'exploitation de cette ressource, vitale pour l'économie du pays, a laissé son empreinte, contaminant les sols et les rivières de la forêt. Ce lieu est un laboratoire vivant qui nous permet de faire des expériences et recréer ailleurs ce que les micro-organismes font ici. Ici, le pétrole est plus liquide. C'est le type d'échantillon qu'on doit prélever pour pouvoir le caractériser et l'analyser au laboratoire de l'université. Et si on regarde bien, l'eau est en contact direct avec le pétrole. Donc cette eau est impropre à la consommation humaine. Donc ce qui est intéressant, c'est de découvrir quels micro-organismes habitent ici et comment ils arrivent à dégrader le pétrole. On commence le prélèvement des échantillons? Oui. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut.
Prenez des gants. Regardez, on peut décoller une couche complète. Donc tout ça, nous allons le rapporter. Moi, je vis dans une des communautés avoisinantes où ces déchets se déversent dans le fleuve. Alors, j'imagine, et je connais par expérience, tous les dégâts et toutes les maladies provoquées aussi bien sur les plantes, les animaux et les êtres humains. Là, on a une bonne quantité d'hydrocarbures. C'est très collant. Mélina en a pris pour faire beaucoup de recherches et pour toute l'université. Devant les blessures de la forêt, la chimiste préfère voir la promesse d'un immense potentiel pour la science et la guérison de notre planète. Dès cet après-midi, Yannette et ses étudiantes seront en mesure d'analyser les précieux échantillons au laboratoire d'ICIAM, à seulement quelques kilomètres du site. Diana, si ces micro-organismes se sont développés en présence des hydrocarbures que nous avons extraits de la carrière, alors il est très possible qu'ils aient une activité pour briser leur structure, parce qu'ils se nourrissent uniquement de pétrole brut. Donc cela servirait comme une alternative pour remédier naturellement à la pollution? Oui, exactement. Et nous utilisons des micro-organismes autochtones. Cela nous permet donc d'imiter ou de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions aux problèmes qui affectent l'Amazonie. C'est d'ici que vient la nourriture et l'eau consommée dans les grandes villes. Si ce lieu est détruit par des activités humaines non durables, qui ne respectent pas les droits de la nature, ça veut dire qu'en tant que scientifiques, nous n'avons pas réussi à jouer notre rôle et à faire prendre conscience de l'intérêt de nos recherches. Et je crois que lorsque nous faisons de la recherche, située au cœur de la jungle amazonienne, nous devons faire plus d'efforts pour que notre recherche soit vraiment durable et puisse vraiment réduire l'impact de l'activité humaine sur les communautés et sur l'écosystème. Aujourd'hui, Yannette a déjà réussi à cultiver en laboratoire 6 micro-organismes mangeurs de pétrole. Son but est de pouvoir mettre au point, dans quelques années, une solution concrète et généralisable pour dépolluer les écosystèmes, partout où cela est nécessaire. Par son implantation unique au cœur de l'Amazonie, ICIAM, qui veut dire forêt en langue locale chouar, est devenu 10 ans seulement après sa création, un centre de recherche soutenu par les plus grandes institutions internationales et l'Union européenne et abrite aujourd'hui des laboratoires de pointe. Mais sa véritable richesse réside pourtant ailleurs. Un lien unique avec le territoire qui l'entoure et les populations locales. Grâce à de nombreuses bourses, la majorité des étudiants sont originaires des peuples autochtones qui vivent depuis toujours sur ces terres. La plupart d'entre eux sont les premiers de leur famille à accéder à une formation scientifique de haut niveau et incarnent l'avènement d'une nouvelle génération de chercheurs profondément enracinés dans la culture et les traditions de l'Amazonie. Diana appartient au peuple Quichua. À 14 ans, elle a quitté sa famille pour s'installer en ville et poursuivre ses études au lycée, avec un rêve en tête, intégrer ICIAM qui venait juste d'ouvrir ses portes. Aujourd'hui étudiante en 2e année de biotechnologie, Diana retourne chaque semaine dans sa famille, qui vit dans une petite communauté dispersée dans la forêt.
Le fleuve Arajuno, qui serpente à travers la jungle, est l'unique voie d'accès et la pirogue le seul moyen de transport. La jungle est la mère de tous les peuples qui habitent ici. Elle nous donne à manger et à boire. Elle nous offre du bois pour construire nos maisons et nos pirogues, et des plantes pour nous soigner. Nous, les Quichua, nous devons protéger cette jungle, car notre santé dépend de la sienne. Comme la grande partie des habitants de la région, la famille de Diana travaille la terre et dépend d'elle. Mais les fluctuations du marché, les maladies des plantes ou le changement climatique fragilisent chaque jour davantage l'économie familiale. C'est l'endroit où je suis née, où j'ai grandi. J'ai donc appris à vivre et à travailler dans les champs, avec ma mère. Alors les jours où je n'étudie pas, je viens aider. Quand je suis en vacances, je viens aider, parce que c'est ma vie. Il faut qu'on finisse de ramasser le cacao cet après-midi. Ouais, il n'en reste pas beaucoup. Cette année, il y a beaucoup de maladies dans le cacao, il va falloir planter plus d'arbres. Mais avec toute cette pluie qui tombe, c'est compliqué. Carola, la maman de Diana, est devenue veuve très jeune et a élevé seule ses 4 enfants. Diana est la première à avoir pu continuer ses études et porte aujourd'hui tous les espoirs de sa famille. Quand j'ai eu l'opportunité d'étudier la biotechnologie, je n'ai pas hésité une seconde. Parce qu'en conjuguant connaissances ancestrales et connaissances scientifiques modernes, je pense que je pourrais trouver des solutions aux problèmes qui affectent la forêt et ses habitants. Regarde, maman. C'est une expérience que nous avons faite à l'université, avec les coques de cacao séchées, les mêmes que nous jetons ici. Il s'agit d'un processus chimique que nous réalisons avec un bioréacteur. Regarde, en les carbonisant, ça les transforme en engrais biologiques qui peuvent être utilisés pour les plantes. La prof dit qu'on peut aussi s'en servir pour décontaminer les rivières. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a eu des pollutions. Voilà. Si cette expérience fonctionne, ça pourrait servir à dépolluer l'eau. Il faudra alors ramasser toutes les coques de cacao, les rapporter à l'université pour produire du biochar en grande quantité. Ma fille, je suis fière de toi que tu fasses des études scientifiques.
Tu fais beaucoup d'efforts pour continuer tes études. Continue. C'est comme ça que tu pourras améliorer ta vie et nous aider aussi. Dès son entrée à l'université, Diana s'est investie dans des projets destinés à améliorer la qualité de vie de sa communauté, tout en respectant et soignant la forêt. Prochainement, plusieurs prototypes permettant de transformer les résidus agricoles en fertilisants seront distribués aux communautés locales pour tester leur viabilité. Profitant des heures paisibles de la fin d'après-midi, Diana replonge dans les souvenirs de son enfance, lorsque le bord de la rivière était son terrain de jeu et de pêche. Aujourd'hui encore, les fleuves et les rivières demeurent une ressource essentielle et sont la principale source d'eau potable pour les communautés avoisinantes. Artère vitale de la forêt, ils donnent naissance à un réseau complexe de cours d'eau irriguant l'Amazonie tout entière et garantissent son équilibre. Un équilibre aujourd'hui menacé par l'urbanisation grandissante et les activités minières, qui déversent légalement et illégalement des tonnes de déchets toxiques dans les rivières et les fleuves de la région, impactant la santé de tout un écosystème. Depuis quelques années, décidant de placer la question cruciale de l'eau au cœur de ses recherches, le biologiste Rodrigo Espinosa mène avec les populations locales un programme novateur. Ce projet est en cours de développement depuis 2019. L'objectif, c'est que les communautés elles-mêmes contrôlent la qualité de l'eau de leurs fleuves, de leurs lacs et de la biodiversité de leur territoire, afin d'être les gardiens de l'environnement et de l'écosystème de leurs cours d'eau. Donc ici, nous avons collecté quelques échantillons de l'eau de la rivière et nous allons vous expliquer à quoi ils vont servir. Normalement, toutes ces petites bestioles vivent dans les rivières. Ici, nous avons quelques macro-invertébrés qui sont des indicateurs de la qualité de l'eau. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons différentes espèces. Nous avons 5 ou 6 espèces que l'on vient de prélever. Regardez celui-là, c'est un très bon indicateur de la qualité de l'eau. Ou celui-là, sous les feuilles. C'est un tout petit ver, il est très sensible à la moindre contamination. Regardez, il y en a un qui se retourne. Peu importe que les animaux résistants ou sensibles à la pollution soient mélangés, car le plus important, c'est qu'il y ait de la diversité. Et à quelle fréquence doit-on réaliser ce type d'échantillonnage pour connaître la qualité de l'eau que nous avons dans nos communautés? Il est généralement recommandé de faire des échantillonnages périodiques tout au long de l'année. Par exemple, à la saison des pluies et pendant la saison sèche. En observant à des périodes différentes, on se fait une idée précise de la biodiversité des cours d'eau. Nous allons procéder à l'échantillonnage dans cette zone. 2 personnes peuvent suivre Daniela et les autres viennent avec moi, afin de se partager l'espace et de vous apprendre à utiliser les 2 types de filets. Alors, vous êtes prêts? Nous allons entrer dans l'eau. Attention, c'est un peu glissant. Ici, c'est l'endroit idéal pour faire des prélèvements. Il faut remuer avec la main, à la base. Attends, je m'approche. Tu dois secouer les plantes avec la main. Voilà. Exactement. On remue encore. Et on soulève le tamis. Et on regarde si on a attrapé des bestioles. Regarde, on en a attrapé un. Grâce à ses études de terrain, répétées régulièrement dans de nombreuses communautés, Rodrigo peut effectuer un suivi précis de la santé des cours d'eau de la région. Et les populations locales sont désormais en mesure d'identifier rapidement les variations de la qualité de l'eau. Un rôle de sentinelle qui s'avère régulièrement utile, comme récemment
lorsqu'une mine d'orpaillage a libéré d'énormes quantités de déchets toxiques. Une catastrophe majeure qui secoua le fleuve Jatun-Jiakou il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, le site est sous haute surveillance et les autorités s'appuient désormais sur les chercheurs d'ICIAM pour contrôler l'état de santé du fleuve. Yannette et ses étudiants collectent ici régulièrement des échantillons et testent un produit dépolluant, le biochar, le même charbon écologique utilisé comme fertilisant dans les plantations de Diana. Dans ce lieu, des exploitations minières légales et illégales se sont installées. Et en très peu de temps, ce lieu a été dévasté. Nous avons détecté ici de fortes concentrations de métaux, comme le cadmium et le plomb. L'objectif de notre surveillance ici est de trouver une solution. Nous voulons proposer un matériau capable d'absorber les métaux afin de résoudre ce problème. Car à moins de 50 mètres, il y a des communautés qui vivent, qui boivent l'eau de la rivière, qui travaillent la terre. Nous avons vu des champs de manioc, de citron. C'est un risque pour la population. Nous allons prélever une portion d'eau contaminée. Et nous allons verser une partie du biochar que nous avons apporté. Nous lui avons fait suivre un processus de transformation thermochimique pour pouvoir absorber les métaux. Cela vient donc des plantes. Ce biochar a été préparé à partir de bambou. Nous en avons aussi fait avec du cacao et avec de la banane. Nous voulons utiliser ce matériau pour absorber les métaux qui s'y trouvent. Lorsque l'eau entre en contact avec le biochar, il va piéger les métaux et laisser l'eau libre. Contrairement aux méthodes industrielles à base d'acide et de solvants, Yannette espère arriver dans quelques années à recycler les déchets végétaux des agriculteurs de la région pour produire un système de dépollution 100% écologique. D'autres chercheurs à ICIAM tournent, eux, leur regard vers le règne animal pour inventer de nouvelles façons de débarrasser l'eau de ces polluants. C'est la piste qu'a suivie Miguel Herrera. Chimiste mexicain arrivé à ICIAM il y a 8 ans, il travaille depuis à la création d'une membrane inspirée de la nature pour filtrer les nanoparticules toxiques. Ce matin, il arpente les abords de l'université, accompagné de Félix Greffa, guide quichua local, qui depuis plusieurs semaines est à la recherche d'un nid d'œufs de caïman, dont les propriétés étonnantes pourraient être prochainement utilisées dans le projet innovant de Miguel. Les œufs de reptiles ont développé au cours de l'évolution des capacités exceptionnelles de résistance aux polluants, à travers une membrane qui protège leur progéniture des toxines extérieures. Ici, dans la jungle, dans la parcelle de mon père et de nos ancêtres, nous avons toujours récupéré les œufs pour notre consommation personnelle, pour nos familles. Les caïmans noirs pondent des œufs pour se reproduire. Ici, c'est le genre d'environnement qu'ils préfèrent. Maintenant, nous allons voir si on trouve des œufs sous les branchages et les racines. Embauché initialement comme agent d'entretien dès la création d'ICIAM, Félix est ensuite devenu guide officiel pour aider les scientifiques du campus dans leurs expéditions et sorties de terrain. Il connaît la réserve comme personne, lui qui est né ici, au cœur de cette forêt. Regarde, ils sont là. Ouais, juste en dessous là. Et voici des œufs de caïman noir. Il y a environ 20 à 25 œufs. Ils sont tous vides.
En général, les caïmans noirs pondent entre 20 et 30 œufs. Dans ce nid, les petits sont déjà partis. Donc nous n'avons trouvé que des coquilles brisées. La maman caïman n'est plus là. Sur une portée, combien survivent? Entre 80 et 90% d'entre eux survivent. Les autres sont dévorés par des prédateurs. Dans la jungle, nous avons trouvé un nid de caïman. Il y avait quelques œufs éclos dont la qualité n'était pas optimale. Néanmoins, nous recherchons des protocoles pour pouvoir travailler avec. En attendant, nous les avons congelés pour préserver une ressource difficile à trouver. L'évolution a fourni à la coquille de l'œuf des qualités remarquables. C'est un échangeur de gaz sélectif. Il laisse entrer l'oxygène, mais il ne laisse pas entrer le CO2. Il laisse sortir le dioxyde de carbone, mais il ne laisse pas sortir l'oxygène. Nous imitons la structure des coquilles pour voir si cela peut servir pour séparer les gaz ou l'eau contaminée. Le contexte de la recherche sur la biomimétique que nous menons ici avec les coquilles est très important car nous recherchons des matériaux avec une empreinte carbone plus réduite et plus économe en eau et qui sont créés à partir de procédés respectueux de l'environnement. Un processus que la nature a perfectionné au cours de millions d'années. Pour Miguel, comme pour la centaine des chercheurs d'ICIAM, la réserve Colonso-Chalupas, qui entoure l'université, renferme une biodiversité végétale et animale inestimable et porte en elle la promesse de découvertes scientifiques importantes. La cordillère des Andes joue un rôle déterminant dans la diversité biologique de la réserve. Les variations d'altitude créent des microclimats et des milieux différents selon la topographie. Elle favorise l'existence d'une grande variété de plantes et d'animaux adaptés à ces différents habitats. Mais sa géographie particulière en fait aussi un terrain d'exploration extrêmement difficile. D'une taille supérieure à 10 fois une ville comme Paris, elle abrite des massifs qui culminent à près de 4000 mètres d'altitude. « 95% de cette région est une zone complètement inexplorée. Nous avons très peu d'études sur sa biodiversité et toutes les ressources stratégiques liées à cette biodiversité. Ce que nous avons besoin de faire dans un premier temps, c'est de les documenter et ensuite explorer leurs possibles applications technologiques. Depuis plusieurs années, les chercheurs travaillent à établir des stations scientifiques dans les zones les plus reculées de la réserve. Aujourd'hui, ils organisent la prochaine expédition, prévue dans moins de 2 semaines, avec pour objectif de repérer le lieu idéal pour construire une station scientifique d'envergure qui permettra aux chercheurs de séjourner plusieurs semaines en totale autonomie. Coupé du monde une fois dans la forêt, tout doit être anticipé pour la réussite de la mission. Nous aurons besoin de personnes pour nous aider, principalement pour porter le matériel. Entre 10 et 12 personnes. Ça dépend de combien nous serons à participer à l'expédition. Il faut considérer que nous allons être dans un endroit où certains jours il pleut toute la journée et où certains jours il fait très chaud et le soleil tape très fort. Dans des conditions climatiques très variables où il y a beaucoup d'humidité, il faut prévoir l'équipement et les vêtements adéquats. La réserve biologique Colonso-Chalupas est une région avec un massif montagneux très accidenté, avec des pentes très prononcées qui empêchent le transport de matériel de construction, que ce soit par des animaux ou par des porteurs.
En 2019, nous avons commencé la conception d'une première station scientifique, située à environ 1500 mètres d'altitude, au cœur de la réserve. Cependant, nous avons établi un plan pour développer au moins 2 stations scientifiques supplémentaires. Une proche de 2000 mètres d'altitude, dans la forêt humide, et une autre à 3000 mètres d'altitude, dans la forêt de haute montagne, le Páramo, au nord de l'Amazonie équatorienne. Malgré la nuit, l'université est toujours en activité. Pour certains chercheurs comme Mauricio Ortega, un monde invisible s'anime loin des regards, suscitant tout son intérêt. Cet appareil sert à prélever des données génétiques et moléculaires sur les nouvelles espèces d'amphibiens d'Amazonie. Ça va nous permettre de faire des enregistrements. T'es prête? Bien, alors on y va. Pour moi, marcher dans la forêt la nuit est un véritable plaisir. Parce qu'on peut observer des animaux qui sont différents, qui sont difficiles à observer la journée. Ça ouvre une fenêtre pour explorer précisément un monde qui, pour la majorité des gens, est inconnu. Il doit y avoir des millions d'espèces de ce genre. Personne n'étudie les grillons ici. Géobiologiste de formation, Mauricio est spécialiste des amphibiens de l'Amazonie. Cette nuit, il accompagne Tatiana, étudiante en 3e année, pour un cours en immersion dans la forêt. Hé, regarde, on peut voir notre première petite grenouille. Regarde-moi cette beauté. Oh non, elle a sauté. La voilà. Elle appartient à une espèce que j'ai découverte et décrite avec d'autres collègues en 2015. Elle s'appelle Pristimantis omeviridis. C'est une espèce très intéressante, car contrairement aux autres amphibiens néotropicaux, elle a une façon unique de se reproduire. Quand la femelle pond ses œufs dans les feuilles des broméliacées, il n'y a pas de tétard, mais une grenouille miniature parfaitement formée dans l'œuf. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie d'un groupe de grenouilles qu'on a longtemps confondu avec une autre espèce. En 2021, avec plusieurs chercheurs et scientifiques, nous avons fait une mise à jour de la liste rouge des amphibiens équatoriens. Nous avons identifié qu'environ 60% d'entre eux sont menacés ou en voie d'extinction. Cela a des implications très importantes du point de vue de la conservation. Car pour beaucoup de ces grenouilles, on ne connaît pas grand-chose concernant leur habitat, leurs caractéristiques génétiques ou encore les applications biomédicales possibles, qui peuvent être obtenues de l'étude de leurs sécrétions et des composés qu'elles peuvent produire physiologiquement. Au sein de l'environnement protégé de la réserve, Mauricio espère pouvoir répertorier et sauvegarder un patrimoine génétique unique pour les générations futures, avec à la clé
des applications majeures dans le domaine de la médecine. Retour à l'université. Grâce aux espèces découvertes par son collègue, la microbiologiste Carolina Proagno peut se lancer en quête de nouvelles molécules. Là, je suis en train d'analyser l'eau pour trouver de l'ADN. De quel fleuve proviennent ces échantillons? Ils viennent du fleuve Tena. Elle s'attaque à un problème qui nous concerne tous: la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques et la nécessité de fabriquer une nouvelle génération de médicaments. Mes recherches au sein de l'université se concentrent sur la découverte de molécules dans les sécrétions cutanées des amphibiens, pour leur trouver des propriétés que nous pourrons utiliser, par exemple, dans le domaine médical. En ce moment, il y a une crise d'extinction. Des espèces sont en train de disparaître. Et avec l'extinction d'une espèce, l'opportunité d'étudier ces molécules disparaît aussi. Je pense que l'étude de la composition de la peau des amphibiens peut servir à démontrer l'utilité de la biodiversité. Pas seulement pour exister en tant que bel animal, mais surtout parce que nous pouvons tirer des avantages de cette biodiversité. Si on peut identifier un composé qui a une propriété intéressante et qu'il devient un jour un médicament, cela sera bénéfique au monde entier. Depuis plusieurs années, les scientifiques d'ICIAM sont engagés dans une véritable course contre la montre. Comprendre la forêt et s'inspirer de sa formidable biodiversité avant que les hommes n'aient altéré son équilibre fragile. La réserve Colonso Chalupas est aujourd'hui un précieux sanctuaire où chaque projet scientifique met en lumière les ressources de la forêt et ouvre de nouvelles voies pour les préserver. Après des semaines de préparation, l'équipe d'ICIAM est enfin prête. Chercheurs, étudiants et guides quichois s'apprêtent à se lancer dans une expédition d'une semaine en pleine jungle. L'équipe emprunte la dernière route accessible jusqu'au point d'entrée de la réserve. Coupés du monde, sans secours ni assistance, ils ne pourront compter que sur leur connaissance et le savoir-faire de Félix, qui guidera les scientifiques dans leur quête. Pendant les premières heures de marche, l'équipe suit un sentier qui rejoint une petite base scientifique érigée à 1500 mètres d'altitude lors d'une précédente expédition. Assez rudimentaire, elle a été conçue pour séjourner quelques jours seulement à l'abri des éléments. À quelques mètres de là, une station météo mesure en continu température, taux d'humidité et précipitations et permet aux scientifiques de mieux comprendre le microclimat de la réserve. Dans la réserve, il y a 4 écosystèmes différents. Et l'objectif est d'installer au moins une station pour chacun d'eux. C'est la 3e à être installée. Il y en a 2 autres plus bas, nous souhaitons en installer une 4e encore plus haut. Nous devons trouver l'endroit où elle sera située.
Prêt? Après cette étape, s'ouvre une zone totalement inexplorée de la réserve où les scientifiques d'ICIAM espèrent trouver l'emplacement idéal pour construire une station scientifique d'envergure. C'est Maurizio qui mène le groupe. La pluie torrentielle et le dénivelé rendent la progression difficile. Les branches et les racines, devenues glissantes, sont de véritables pièges. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains. L'équipe continue son ascension au cœur de la réserve, pénétrant dans une végétation de plus en plus dense. La route est encore longue avant d'atteindre leur objectif, avec un dénivelé de 1800 mètres et une humidité étouffante. Salut Keiko. Salut. Eh, salut. Ça va bien? Tu veux du feu? Bien. Tire dessus, tire bien. Ah, voilà, comme ça. Mais je crois qu'on doit le baisser, Félix. Baisse-le un peu. Pour la prof. Oui, pour la prof, qui est perdue au beau milieu de la jungle. C'est sûr qu'on a tout donné aujourd'hui. Ce qui m'inquiète un peu, c'est de dormir dehors sous la pluie. Venez manger, il faut reprendre des forces. La bonne nouvelle, c'est qu'il va faire meilleur aujourd'hui. Après une nuit de repos bien méritée, Yannette et Diana ne tardent pas à aller explorer la forêt qui les entoure. Elles suivent Rogelio, un des guides quichua de l'expédition, qui a repéré des plantes rares utilisées en médecine traditionnelle. Les enfants qui ne marchent pas encore à l'âge d'1 ou 2 ans, il faut leur tapoter les genoux avec cette plante pour leur donner la mobilité qui leur manque. Il y a aussi des champignons qui peuvent être toxiques. Donc par exemple, ici, on voit un champignon, mais nous ne savons pas de quoi il est composé. Il se peut que si on l'analyse, on découvre qu'il a des qualités méconnues. Il pourrait avoir des propriétés qui guérissent des maladies, ou bien il pourrait être toxique. Dans cet environnement, chaque plante a un rôle, remplit une fonction
Et cette fonction doit être étudiée et décrite. Être ici, c'est une expérience très intéressante, car nous pouvons voir les changements des écosystèmes. Nous avons visité 3 ou 4 écosystèmes différents en 8 heures de marche. Et ce qui est intéressant dans le fait d'être à différents niveaux d'altitude, c'est que les plantes changent, les écosystèmes changent, et les fonctions qu'elles remplissent dans ces écosystèmes changent aussi. Pouvoir partager cette expérience avec les gens de la région, les communautés indigènes qui utilisent les ressources de cet écosystème, c'est très enrichissant, parce qu'elles savent déjà où chercher, ce qu'il faut chercher. Ces communautés connaissent les fonctionnalités de ces êtres vivants, qu'elles utilisent depuis des centaines d'années. Et pour nous, c'est très précieux d'un point de vue scientifique de pouvoir corroborer, valider et transférer ces connaissances qu'ils ont utilisées au sein de leur communauté à l'ensemble de la société. Je prends mon appareil photo pour pouvoir documenter cet endroit. À quelques centaines de mètres du campement, Maurizio et Gabriel pensent avoir trouvé l'emplacement parfait pour ériger leur futur laboratoire. Leur objectif, pouvoir séjourner plusieurs semaines dans la forêt en autonomie et faire fonctionner des équipements scientifiques de pointe. Mais le défi est de taille, car l'éloignement et la difficulté d'accès posent de nombreux problèmes logistiques. Gabriel, ce que nous voulons ici, c'est avoir une station scientifique avec tout l'équipement qui nous permette de prendre des mesures météorologiques, climatiques, environnementales, géologiques, et aussi un laboratoire avec des microscopes pour les données génétiques et l'extraction d'ADN. Ce que nous voulons au final, c'est avoir une station scientifique complète pour pouvoir observer les animaux et les plantes. D'après toi, quel système énergétique faut-il mettre en place? Je pense qu'il faut prévoir un système basé sur des panneaux solaires et des batteries capables de fournir suffisamment d'énergie. Car les microscopes et le reste du matériel dont tu parles ont besoin de beaucoup de puissance. Nous réfléchissons aussi à installer un système de transmission de données et ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Nous ne sommes pas encore sûrs de le trouver, mais il faut chercher un point d'eau. Si on ne trouve pas, ici c'est un endroit avec beaucoup d'eau de pluie. Nous pourrions installer un système de captation des eaux de pluie pour la station. De retour au campement, Maurizio est immédiatement interpellé par son équipe. Ce matin, elle a trouvé 2 espèces de grenouilles à lui montrer. On voit des taches de café au lait. C'est une nouvelle espèce que l'on a appelée Topophrynos. C'est une espèce endémique de cette montagne. De toute la planète, elle n'a été observée qu'ici, sur ce site. C'est une habitante des forêts de haute montagne qui vit dans les broméliacées. C'est le 6e spécimen que nous avons trouvé en 7 ans d'exploration dans la région. Le fait de l'avoir retrouvé ici, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la science. Ok, maintenant on va regarder celle-là. Le ventre a des taches noires et blanches. Le bassin est de couleur rose. En regardant son dos, la couleur du ventre et la forme de ses yeux, tout ça me fait penser qu'il s'agit d'une nouvelle espèce. Nous allons devoir faire des analyses génétiques pour savoir si c'est vraiment le cas. Pour la communauté scientifique d'Ikiam, la réserve biologique est une région stratégique, parce qu'ici on peut trouver de nouvelles espèces, découvrir de nouveaux composants biochimiques qui vont probablement servir à créer de nouveaux médicaments. Et en ce sens, la collaboration avec les communautés locales est fondamentale. Nos ancêtres sont venus ici et connaissent parfaitement la réserve.
et nous avons tout appris d'eux. Aujourd'hui, nous voulons participer et aider les scientifiques dans leur démarche. Et vous pouvez compter sur nous. Grâce à leur proximité avec la forêt amazonienne, Yannet, Miguel, Mauricio et tous les chercheurs d'ICIAM approfondissent jour après jour leur compréhension des écosystèmes et des relations complexes du vivant. À leur côté, la nouvelle génération de chercheurs amazoniens qui est en train d'émerger ouvre elle aussi la voie vers un monde plus durable et résilient. Leur découverte pourrait se révéler cruciale pour préserver les trésors de l'Amazonie et répondre aux défis auxquels toute l'humanité est confrontée.